Bienvenue dans Coodizy Show, l'émission qui fait de vous un meilleur entrepreneur pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Je suis Benny Tossou, cofondateur et marketing manager à Coodizy. Et dans cet épisode, je reçois Yuri Sossou, un entrepreneur béninois, pour parler de comment, avec Flyerco, son entreprise, il a pu passer de 0 à 86 millions de chiffre d'affaires en un an. Bonjour Yuri. Bonjour Benny, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Ça va, super. Super. Donc, je pense que nous allons commencer simplement tu vas commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas rapidement. Qui est Yuri Sossou pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, je suis Irish Sosso, je suis entrepreneur tech ou digital depuis un petit bout de temps. Je suis actuellement le fondateur de Botamp, qui est une solution de marketing digital pour les petites entreprises. OK. Et quand a démarré ta carrière entrepreneuriale? Ok, j'ai commencé euh, il y a 15 ans, je pense, oui, en 2006. Je venais de finir tout juste mon baccalauréat et j'ai commencé à m'intéresser à Internet et j'ai décidé enfin, comme je m'intéressais à Internet et Internet coûtait très cher en ce moment-là, je pense autour de 800 francs, 1000 francs l'heure, francs CFA. Alors, ça se payait à l'heure, c'est ça? Oui, donc j'allais au cyber, mais ça coûtait quand même hyper cher, j'avais pas l'argent pour payer pour ça. Donc, il fallait que je commence à trouver des façons de gagner de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher sur Internet. En fait, comment je gagne de l'argent pour payer pour Internet. Et donc, j'ai commencé avec des petits jobs de copywriting, de traduction de l'anglais au français. Et très rapidement, je me suis intéressé aux sites web, puis aux applications web. Donc, j'ai travaillé avec pas mal de clients un peu partout dans le monde. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. OK. Donc, en 15 ans, je pense que 15 ans d'expérience, c'est énorme. Dans la fonction publique, les gens ont l'habitude de faire 30 ans et je pense que 15 ans, c'est la moitié de 30 ans. Donc, en fait, je pense qu'en 15 ans d'expérience, tu aurais fait énormément de choses. Aujourd'hui, on va pas parler de toutes ces choses-là, de toutes ces expériences-là que tu as eues. Tu as énormément de choses à raconter. On va parler d'une expérience spécifique, c'est l'expérience de Flyerco, l'entreprise que tu as cofondée il y a quelques temps. Donc, ma question, c'est de savoir d'où est venue l'idée de Flyerco, en fait. OK. L'idée de Flyerco, c'est pas venu de moi directement, je dirais. J'ai créé enfin un logiciel qui permettait de faire des pages simples, des applications simples et j'ai publié ça. J'ai publié la vidéo sur mon YouTube. Je pense que j'ai publié le code sur GitHub et tout. Et il y a Andrew qui m'a Andrew contacté. Chen? Ok, Andrew. Non, j'ai oublié son nom. On n'est plus trop Ok. resté en contact après. Donc, il m'a contacté, c'était l'autre cofondateur de Flyerco. Mhm. Et il m'a parlé de son projet où il voulait faire ce que j'avais fait pratiquement, mais spécialisé pour les agents immobiliers. Donc là, on a Ok. décidé de travailler ensemble dessus. Je pense que c'était autour de mars ou avril 2014. Et on a développé le logiciel. On a fait sortir la première version en octobre 2014. Ok, donc c'est à peu près combien de temps pour sortir la première version? Donc ça fait 6 mois environ, je pense. 6 mois. Ok. Est-ce qu'avant ça, vous avez eu déjà validé l'intérêt du marché, la demande, etc. Comment est-ce qu'il était convaincu déjà qu'il y avait un marché pour ce produit-là Oui, avant oui, ta il première? avait déjà fait un peu le travail. Il Ok. avait commencé un blog où il parlait un peu du sujet et tout. Et le blog avait commencé à être bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc, quand il m'a contacté, il m'a présenté un peu tout ça. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment une opportunité. Ok. Et enfin, lui, il s'est occupé de la partie marketing, discuter avec les clients et tout. Moi, je me suis occupé de la partie logicielle. Ok. Et le blog à l'époque s'appelait déjà Flyerco ou le nom du projet est arrivé au cours du développement? Le nom du projet, c'était déjà Flyerco.
OK. Et au fait, il avait essayé de développer ça, de payer des gens pour développer, mais il n'avait pas réussi. Il avait perdu pas mal d'argent et tout avant. OK. Donc, en fait, ça vous a pris en gros 6 mois pour lancer le produit. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre premier client? À quel moment vous avez trouvé votre premier client pour le produit? Donc, enfin, c'est toujours des gens qui lisaient le blog et tout, qui venaient, qui s'inscrivaient, qui testaient le produit et qui payaient. Donc, au début, enfin, parmi tous ceux qui testaient, peu de gens payaient parce que je pense que le logiciel était quand même assez compliqué. Donc, ironiquement, le gros travail qu'on a fait pour commencer à avoir beaucoup de gens qui payent, donc je dirais d'octobre jusqu'à janvier pratiquement, c'était d'enlever des fonctionnalités parce que, en fait, nous, en tant que, on fait expert en tech et tout, on a voulu mettre plein de fonctionnalités utiles pour les utilisateurs, alors que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir des flyers. Et puis, plus tard, on a ajouté des fonctionnalités qui leur permettaient de faire des mini-sites. Ils voulaient juste avoir ça très rapidement. Parce qu'en ce moment, euh, ce que les gens faisaient le plus, c'était qu'ils achetaient des templates, Photoshop, euh, des PDF, etc. sur Internet et ils remplissaient avec les informations des maisons qu'ils veulent vendre ou leurs propres informations. Et ces agents immobiliers-là, la plupart, ils étaient aux États-Unis. Je pense plus de 90% étaient aux États-Unis. Mais c'était souvent des gens qui ne sont pas trop tech, souvent même des vieux, enfin pas vieux vraiment, mais en fait pour moi, souvent c'était des vieux, genre cinquantaine, soixantaine. Ça, Donc, c'est des vieux. c'est pas des vieux, c'est quand Donc, euh, voilà. Donc, c'était vraiment fournir un outil très simple pour que ces personnes-là puissent faire euh, enfin, ce qu'ils avaient envie de faire, avoir un bon résultat, imprimer ça ou publier en ligne et tout, et avoir des clients. Donc, au début, comme je disais, en fait, pour quelqu'un qui vient de la tech, faire un éditeur en ligne, on veut mettre toutes les fonctionnalités, on veut que la personne, les utilisateurs puissent contrôler tout et tout. Mais ils n'avaient juste pas besoin de ça. Ils avaient juste besoin de quelque chose de très simple. Et finalement, là, on a pu leur fournir ça. Et c'est là que, enfin, le chiffre d'affaires a commencé à augmenter plus OK. rapidement. OK. Donc, en fait, quelque chose sur laquelle je voudrais revenir rapidement, c'est la chose que tu as dit par rapport au fait que vous avez enlevé des fonctionnalités. Dans le monde de la tech, très souvent, c'est quelque chose qui est très contre-intuitif, dans le sens où, comme en tant que développeur, en tant qu'entrepreneur et tout, même en dehors du monde de la tech, on pense que vendre plein de services, avoir une application qui fait plein de choses à la fois, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir plus de clients. Et très souvent, en fait, moi, j'ai l'habitude de rencontrer des entrepreneurs, surtout qui font dans du service, de proposer 1 milliard de services. Tu vas voir, ils te permettent de pouvoir créer un site Internet, ensuite, ils te font du marketing digital, ensuite, ils te font du design. Ils font énormément de choses. Donc, comment est-ce que, qu'est-ce que toi, tu penses de l'importance, en fait, de pouvoir rester focus dans le développement de son produit ou dans le développement de son entreprise pour pouvoir arriver, en fait, à toucher les clients qui ont vraiment besoin de ce produit-là au lieu de partir dans tous les sens et d'essayer d'avoir tout le monde, en fait, dans son bateau, en fait. Enfin, je pense que quand on commence, les ressources qu'on a sont quand même très, très limitées et il faut vraiment être focus sur, OK, comment est-ce que je fais pour avoir mon premier client, ensuite, comment je fais pour avoir mes 10 premiers clients, ensuite mes 20, 50, 100 clients. Donc, c'est un peu ça. Donc, souvent, lorsque enfin, un entrepreneur débutant commence, il se dit, OK, il faut que 10 000 personnes ou 100 000 personnes entendent parler de mon produit. Mais c'est juste pas ça. Tu as juste besoin d'un client ou de 10 clients au début. Donc, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup de ressources pour atteindre 100 000 personnes de ta cible. Enfin, plus tard, dans des années et tout, tu auras peut-être 100 000 clients, mais au début, ce n'est pas vraiment ça ton objectif. Donc, et aussi, tu n'as pas beaucoup de ressources à dépenser. Donc, je pense que le plus gros challenge, c'est de savoir, OK, comment est-ce que je dépense les ressources limitées que j'ai, le moins possible de ressources pour avoir le plus rapidement possible des clients. OK.
Ok, super. Euh, donc, ma prochaine question pour toi, ce serait de savoir, en fait, comment est-ce que vous avez pu orchestrer la croissance? Donc là, on a parlé de comment est-ce que vous avez trouvé les premiers clients qui sont venus à travers le blog de ton cofondateur, en fait, qui avait un peu d'affluence à cette période-là. Mais comment est-ce que vous avez pu orchestrer la croissance? Parce qu'on parle bien de partir de 0 à 6 millions de chiffre d'affaires en une année, en fait. Donc, comment est-ce que vous avez pu passer de 1 à 100 clients, de 100 à 1000 clients ensuite, en fait? OK. Donc, ce qu'on a fait, d'abord, on a, je dirais, optimisé le tunnel de conversion. Donc, c'est-à-dire, lorsque les gens viennent sur notre blog ou sur le site web, enfin, déjà sur le blog, un grand pourcentage d'entre eux doit aller sur le site web. Lorsqu'ils viennent sur le site web, un grand pourcentage doit s'inscrire. Lorsqu'ils s'inscrivent, un pourcentage doit vraiment utiliser le produit et arriver au bout. Et ensuite, parmi ceux qui arrivent au bout, un gros pourcentage doit payer, etc. Donc, on a vu vraiment tout ce processus-là et on a observé l'utilisation des différentes fonctionnalités, les tests, etc. Et on a vraiment optimisé pour avoir le maximum de personnes qui passent d'un bout à l'autre. Donc, je pense que à la fin, euh, lorsque les gens s'inscrivaient, je pense dans les 40 ou 50% payaient nécessairement, ce qui était quand même assez élevé, je pense, en termes de pourcentage. Donc, ensuite, on s'est concentré sur comment est-ce qu'on amène beaucoup de gens de notre cible, effectivement, sur le site web. Donc, on a travaillé beaucoup sur le SEO pour que ça soit bien positionné pour des mots-clés importants. Donc, par exemple, euh, real estate flyers, real estate euh, mini sites, etc. C'était des mots-clés qui sont très importants. Je pense que j'ai regardé il y a quelques mois, Flyerco est toujours bien positionné pour ce genre de mots-clés-là. Et ensuite, on a contacté pas mal de magazines, de blogs du domaine. On a écrit des articles qu'on a mis sur ces blogs, on leur a demandé de parler de nous, etc. Ce qui a fait que ça a amélioré le positionnement. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup en termes de SEO et tout. On a aussi contacté des newsletters, je pense, de personnes du domaine pour qu'ils parlent soit de nos articles, soit de nos produits euh, à leur site. OK, donc si je comprends bien, là, on va parler un peu technique. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à avoir beaucoup de backlinks, donc beaucoup de personnes, en fait, qui parlent de vous, ce qui va améliorer forcément votre SEO. Donc, le canal d'acquisition, je dirais, principal, en fait, à l'époque, c'était vraiment le SEO, en fait. Oui, oui, effectivement. OK. C'était le plus gros canal d'acquisition et aussi les blogs et tout qui faisaient des liens vers nous. Et combien de temps, en fait, cela vous a pris en général? Combien de temps ça vous a pris de pouvoir euh, orchestrer la croissance? Donc, dans cette année-là, en fait, combien de temps ça vous a pris de commencer par remarquer un trafic assez conséquent vers le blog, etc. En fait, on a fait ce travail déjà depuis le premier jour pendant qu'on développait le produit. Donc, on avait déjà un trafic, pas beaucoup, mais quand même hyper intéressant et tout. Et comme on sait, le SEO, ça prend du temps avant de montrer des résultats. Donc, on a eu quand même 6 mois pour commencer avant en fait, avant de lancer le produit. Et on avait déjà commencé à avoir des résultats intéressants au moment où on a lancé le produit. Et après, au fil du temps, les résultats ont juste continué à devenir encore et encore meilleurs. Ma prochaine question pour toi, c'est de savoir de façon spécifique quels sont les canaux que vous avez utilisés. Là, t'as parlé en général du SEO, des newsletters à qui vous avez écrit, etc. Mais si tu dois essayer de faire une liste de tous les canaux d'acquisition que vous avez utilisés pour pouvoir acquérir des clients, comment est-ce que tu peux nous parler de cela? Non, enfin, c'était essentiellement ça. Le SEO, le blog, euh, les blogs d'autres personnes dans l'industrie, les newsletters et tout. Je pense que c'était ce qui apportait vraiment des clients. En même temps, il y avait les réseaux sociaux aussi, il y avait Facebook et Twitter, mais pas beaucoup. Je pense même si ça a rapporté des clients, c'est vraiment quelques-uns. OK.
Donc, je pense que maintenant, nous allons commencer par parler d'une chose qui est très importante, c'est le côté de la gestion. C'est de savoir, ma question pour toi, c'est de savoir, avec une telle croissance, en fait, quel a été l'impact sur votre boîte? Donc, à ce que je sache, c'est que c'est une boîte qui a été enregistrée, etc. Donc, en termes de gestion, vous n'étiez que deux dans l'équipe. Et quel a été l'impact, en fait, de ce niveau de croissance et de ce niveau de flow de cash, en fait, qui était en train d'entrer sur votre boîte, en fait? Quel genre d'impact? Impact en termes de gestion. Donc, si vous n'étiez que deux, est-ce que vous avez essayé d'engager des gens en plus? Comment est-ce que vous avez pu gérer la boîte à l'époque? OK, c'était plutôt gérable puisque c'était pratiquement du self-service. Les gens venaient, utilisaient. Quand ils avaient des questions, ils nous écrivaient dans le chat ou par email. On répondait aux questions. Parfois, on faisait des appels avec eux pour les aider et tout. Donc, c'était plutôt gérable en termes d'impact. Donc, on était juste deux. Mais je pense qu'on a embauché un ou deux développeurs aussi qui nous aidaient de temps en temps. Donc, puisque c'était self-service, ça allait plutôt bien en termes ça ne nécessitait pas vraiment beaucoup de main-d'œuvre pour arriver à ce niveau-là. OK, 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 je comprends. Et quels étaient tes challenges à l'époque? Tes challenges en tant qu'entrepreneur et tout. C'était quoi tes challenges à l'époque? Donc, les challenges, c'était vraiment d'abord euh, de enfin, pouvoir comprendre les utilisateurs. Il y avait des challenges techniques. Je me rappelle, par exemple, il y avait un utilisateur qui était en, en Chine et ils ont un système de couleurs différent. Mhm. Et donc, quand il imprimait, les couleurs sur les flyers ne ressemblaient pas du tout aux couleurs. Et aussi, il y avait des choses comme, c'est des trucs que les gens doivent imprimer. Donc, il y a des gens qui imprimaient vraiment en grande taille. Il fallait que la résolution soit super. Donc, on a vraiment dû faire des choses. Imagine un peu euh, éditer un fichier enfin, un fichier de plusieurs centaines de mégas dans le navigateur. Donc, en ce moment, le navigateur allait cracher et tout. Donc, il fallait, par exemple, sur le plan technique, envoyer toutes les images vers le back-end, envoyer une version facilement modifiable, enfin, moins lourde, mais de moins bonne qualité dans le navigateur. La personne arrive à modifier ça, enfin, faire ces modifications et tout. Maintenant, au moment où il enregistre, remplacer tout ce qui est de mauvaise qualité par les bonnes versions de très bonne qualité et transformer ça en PDF qui serait aussi de bonne qualité. Je ne sais pas si tu as par exemple essayé d'imprimer des images que tu crées sur Canva, tu vas remarquer que c'est de très mauvaise qualité à Mhm, bien l'impression. sûr. Mhm. Voilà, puisque c'est fait juste pour partager sur le web. Mais nous, il fallait que ça soit de bonne qualité à l'impression, même si on imprime de grandes affiches, ce genre de choses. Parce que Donc, c'était des flyers, en fait. C'était beaucoup plus physique. oui, exactement. C'est vrai qu'il y a les sites web et tout, mais la majorité de nos clients voulaient aussi pouvoir imprimer ça sous forme de flyers et tout. Donc, c'est ce genre de problème technique-là qui était plutôt difficile à résoudre et tout. Donc, à part les problèmes techniques, il y avait les problèmes de croissance. Donc, travailler sur les différents canaux d'acquisition et tout. Même si ça allait bien, euh, enfin, chaque mois, on se demandait, OK, comment est-ce qu'on fait pour garder le taux de croissance le mois suivant et tout. Mais après, je pense qu'on a saturé les canaux d'acquisition et les taux de croissance ont diminué, mais on n'a jamais eu l'occasion de résoudre ce problème et de trouver de nouveaux canaux d'acquisition. OK. Parfait. Donc, pour revenir sur la question de la gestion, donc si je comprends bien, vous étiez une équipe de quatre personnes, c'est ça? En fait, je dirais deux personnes à À pratiquement temps tout le plein? temps, et oui, et d'autres qui venaient aider de temps en temps, selon les tâches. OK. Donc, vous étiez une équipe de deux personnes euh, qui Et gérait une entreprise qui faisait hum, des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Comment ça se passait à l'époque, en fait? Est-ce que vous payez un salaire? Comment ça se passait en termes de gestion de l'argent que vous arrivez à générer avec l'entreprise? ouais, on avait un salaire, un petit salaire et tout, et le reste, on investissait. Voilà, on avait aussi un canal d'acquisition dont j'ai oublié de parler, c'était la publicité sur Google qu'on avait essayé qui rapportait quand même aussi des utilisateurs.
Donc, on investissait aussi dans la publicité et tout. OK, parfait. Et pourquoi as-tu décidé de vendre Flyerco au final? Ben, pendant un an pratiquement, notre chiffre d'affaires doublait chaque mois et c'était intéressant. Maintenant, quand on a saturé les canaux, là, la croissance a diminué. On était, après, au moment où on a vendu, je pense, autour de 5% par mois, 5 ou 10%, ce qui est quand même, maintenant que j'ai plus d'expérience, c'est quand même beaucoup. Euh, En fait, la plupart des entreprises ne font pas ce genre de croissance. Mais nous, on a pris peur et on s'est dit, OK, c'est la catastrophe. Euh, pour faire, genre, on n'aura plus de clients dans quelques mois et tout. Et dans la même période, il y a une firme américaine qui s'est rapprochée de nous et tout. Donc, on leur a vendu enfin, l'entreprise ou le produit. OK, donc comment s'était passé le rachat à l'époque, rapidement, si tu devrais expliquer ça, et à combien vous Ben, avez fait les IT, etc. on a utilisé un broker. Un broker, c'est des gens qui se chargent de faire la négociation, etc., de gérer la partie légale et tout. Euh, il s'appelle FE International, je pense. Et c'est eux qui se sont chargés de la vente. Et le prix, c'était environ un quart de million de dollars. Avant de passer à la dernière étape de cet entretien, je voudrais savoir rapidement quelles sont les choses en fait que tu as apprises de cette expérience? Quelles sont les leçons les plus importantes en fait que tu as tirées de cette expérience en fait, par rapport au rachat et également par rapport à la croissance de ton entreprise, à tout ce que vous avez eu à faire durant cette année? OK. Enfin, je dirais que les leçons importantes, déjà les leçons positives, je dirais que toutes les leçons sont positives parce que c'est des leçons. Donc, c'est d'abord en termes de l'approche à avoir, l'apprentissage. Genre, c'est pas vraiment le produit le plus complexe. Il faut que le produit peut être compliqué sur le plan technique, mais il faut que l'utilisateur, ça soit vraiment complexe et tout. Aussi des leçons en termes d'analytique, comment analyser euh, l'utilisation du produit pour avoir de bons résultats en termes de business, etc., pour continuer d'améliorer le produit et tout. Et finalement, je dirais des leçons en termes de marketing. Déjà, en fait, j'avais déjà un peu d'expérience en SEO et tout, mais ça a beaucoup renforcé ça. Et aussi, euh, enfin, je dirais la plus grande erreur qui a été de vendre au lieu de chercher de nouveaux canaux d'acquisition. Donc aujourd'hui, je sais ça. Et aussi des leçons en termes de business. Donc, on aurait par exemple pu agrandir l'équipe, trouver d'autres canaux d'acquisition, avoir par exemple des gens qui appellent des clients, euh, enfin, qui vont démarcher les clients au lieu que d'attendre que les clients viennent chez nous, investir plus dans les réseaux sociaux, etc. Donc, je vois quand même pas mal de choses qu'on aurait pu essayer au lieu de juste d'accepter de vendre le produit. Mais je peux dire que, enfin, travailler à deux sur un produit, ça prend quand même beaucoup de temps, d'énergie. On était quand même fatigué après un an et tout. Et voilà, donc quand tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, tu n'as peut-être pas la patience de regarder les choses globalement et tout. OK, parfait. Je pense que c'est beaucoup de leçons en fait que nos entrepreneurs seront utilisés dans leur entreprise et tout en parlant des leçons en fait que nos entrepreneurs peuvent utiliser dans leur entreprise parce que l'objectif, comme je l'ai dit, la mission de ce podcast, de cette émission en fait, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs financiers. Donc, qu'est-ce que toi tu dirais en fait aux entrepreneurs qui nous écoutent actuellement? Euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil des entrepreneurs qui ont pour objectif, parce qu'on est encore en début d'année, de pouvoir atteindre peut-être 100 millions de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, 50 millions de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, et qui ont un business, soit de services, soit de produits, etc., qui opèrent très généralement en Afrique? Quels sont les conseils que tu peux leur donner aujourd'hui pour pouvoir acquérir des clients très vite et pouvoir atteindre l'objectif financier en termes de vente cette année? Quels sont les trois canaux d'acquisition en fait que tu pourrais leur recommander qui sont super, super importants selon toi aujourd'hui? Enfin, déjà, je pense pas que je pourrais recommander des canaux d'acquisition parce que ça dépend vraiment du business. Il y a ce qu'on appelle, enfin, les gens parlent souvent de product market fit, donc que ton produit corresponde au marché
effectivement, ça répond aux besoins du marché et la façon dont c'est conçu, ça correspond aux attentes du marché et tout. Mais il y a aussi ce qu'on appelle Product Channel Fit. Donc, ton produit doit correspondre aussi aux canaux d'acquisition que tu es en train de viser. Donc, selon le type de produit, les canaux d'acquisition sont différents. Par exemple, actuellement, il y a Clubhouse qui, enfin, qui fait beaucoup de bruit, tout le monde en parle et tout, mais imagine si le canal d'acquisition était le SEO. Je ne sais pas, sur Google, tu vas découvrir Clubhouse, Mhm. quoi. Bien Donc, sûr. voilà. Donc, selon le produit ou le service, les canaux d'acquisition doivent être adaptés et selon la façon dont on espère que la cible va les retrouver, où est-ce qu'ils espèrent retrouver ce genre de produit ou de service. Donc, je dirais pour choisir le canal, c'est voir vraiment, OK, où est-ce que notre cible passe beaucoup de temps. Nous, on avait remarqué que la cible passe beaucoup de temps à chercher des solutions sur Google, donc, ou sur des blogs. Ils sont inscrits à des blogs où ils s'informent régulièrement de ce qui se passe dans leur industrie et tout. Et c'est là qu'on est allé les chercher. Donc, choisir le canal et aller enfin, le canal, c'est juste où est-ce que tu vas chercher tes utilisateurs. Et tu ne vas pas les chercher où ils ne se sont pas. Il faut que tu ailles les chercher où ils sont. Et ensuite, enfin, je dirais pour avoir ce genre de croissance, il faut déjà maîtriser les bases. Donc, nous, avant que la croissance ne commence, on a développé le produit, mais pendant 3, 4 mois, on a passé notre temps à voir, OK, qu'est-ce qu'il manque pour que les gens qui utilisent adoptent vraiment. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. On ne s'est pas mis à chercher des utilisateurs à gauche et à droite parce que les gens seraient venus, ils seraient déçus. Ils ne vont même pas recommander à d'autres. Ils vont utiliser ou ils vont regarder. Ça ne va pas les intéresser parce que la façon dont on parle du produit ne correspond pas et ensuite parce que le produit même ne correspond pas à ce qu'ils veulent et tout, et ils vont partir. Donc, c'est vraiment déjà travailler sur les bases, se demander, OK, on a besoin de quoi pour que euh, l'entreprise grandisse, pour que les gens achètent et tout. Souvent, les gens, les entrepreneurs débutants que je vois se disent, OK, si plus de gens entendent parler de mon produit, j'aurai plus de clients, etc. C'est faux. C'est faux. J'ai envie de dire c'est Pourquoi penses-tu que c'est faux? Parce que c'est très c'est contre-intuitif, encore une toujours. fois, en fait. C'est assez contre-intuitif de penser que si plein de personnes entendent parler de moi, je vais pas pouvoir vendre plus. Ouais, mais le truc, c'est que si sur 100 personnes auxquelles le produit serait utile, quand tu en parles à 100 personnes, mais aucun n'est convaincu, c'est une seule personne qui est convaincue. Si tu en parles à 1000 personnes, c'est juste 10 personnes qui seraient convaincues. Si tu en parles à 100 000 personnes, c'est juste 100 personnes. Donc, tu n'auras pratiquement pas de clients, quel que soit le nombre de personnes à qui tu en parles. Donc, j'imagine que tu es entrepreneur qui vient de débuter, tu ne peux pas en parler à 1 million de personnes du premier coup. Il faut quand même pas mal de ressources à dépenser pour atteindre 1 million de personnes. Et même là, si tu en parlais à 1 million de personnes, c'est peut-être 1000 personnes qui vont acheter. Comparé aux ressources que tu vas dépenser pour avoir 1 million de personnes qui entendent vraiment parler de ça, pas juste qui voient une publicité une fois en passant et tout. Donc, c'est vraiment beaucoup de ressources. Donc, si c'est juste peut-être 1000 qui achètent, enfin, tu vas faire des pertes. Tu Donc, vas pas d'abord, rentabiliser, en fait. voilà, il faudrait, déjà, tu n'as pas les ressources même pour ça, même avant de parler de pertes. Donc, il faudrait d'abord maîtriser ces bases-là et se dire, OK, si 100 personnes ont besoin du produit et qu'ils ont l'argent pour acheter et que je leur en parle, il faut que presque tous achètent le produit, tu vois. Et maintenant, ensuite, après avoir maîtrisé cette base-là, ça signifie alors que dans ce cas, quand tu en parles à 10 personnes, il y a pratiquement 10 personnes qui achètent le produit là. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux te dire, OK, maintenant, je peux en parler à beaucoup plus de personnes et tout. Et donc, trouver 10 personnes à qui tu en parles ou même 100 personnes à qui tu en parles, au début, c'est pas compliqué. Si tu sais exactement, OK, telle ou telle personne ont vraiment besoin de ça. Et maintenant, si tu leur en parles et qu'ils ne veulent pas, c'est que soit la façon dont tu présentes n'est pas bon, soit ils n'en ont pas vraiment besoin et c'est toi qui te trompes et tout, ou soit ton produit n'est pas encore ce qu'ils espèrent et tout. Donc, une fois que tu maîtrises ces bases déjà, même avec des petits moyens, avec le bouche à oreille, etc., tu auras déjà quand même euh, un bon nombre de clients même avant de commencer à parler d'acquérir ou d'en parler à beaucoup plus d'utilisateurs. Ok, parfait. Donc, pour résumer rapidement,
si un entrepreneur qui nous écoute actuellement a un objectif précis à la fin de l'année, donc pour pouvoir générer un certain nombre de chiffres d'affaires, la première chose qui est assez importante, en fait, c'est qu'il puisse avoir un produit dont les gens veulent, OK? Un produit qui répond à un problème ou à un besoin, OK? Et ensuite, de pouvoir connaître son client parce que parler à 1 million de personnes, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de parler à 10, 20, 30, 50, 100 personnes qui ont le besoin de ton produit et arriver à les convaincre. Donc, forcément, arriver à convaincre ses clients, c'est forcément développer des compétences en vente. Donc, l'entrepreneur doit apprendre à vendre. Ça peut être lui-même ou ça peut être quelqu'un de son équipe, mais il doit avoir une compétence dans l'équipe qui maîtrise la vente. Et en fin de compte, simplement arriver une fois on a compris cette équation, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on trouve les clients par le bouche à oreille, etc. Et comment est-ce qu'on a les arguments pour convaincre ses clients. Maintenant, essayer de le faire à l'échelle à 10 000, 100 000, 1 million de personnes. Et ça devient beaucoup plus facile, en fait, d'augmenter ce taux de conversion et de générer beaucoup d'argent, en fait. Oui, en fait, une fois que, par exemple, tu sais, OK, voilà exactement les mots qu'il faut dire pour présenter mon produit, tu vas pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau client et tout, tu vas pas changer, tu vas juste utiliser les mêmes mots comme un robot. Tu peux même employer une autre personne qui utilise les mêmes mots, tu vois. Une fois que les gens, quand ils prennent ton produit ou ton service, ils n'ont rien à redire et tout, tu vas pas te mettre à adapter ça à chaque personne pour voir, OK, comment telle personne. Donc, une fois que les bases là sont remplies, euh, pouvoir croître, escaler, ça devient beaucoup plus simple. Il suffit juste de commencer à trouver, OK, des nouveaux canaux d'acquisition à chaque fois que tu vas en saturer certains. OK, parfait, parfait. Donc, rapidement, pour revenir à Flyco avant de finir, ma dernière question par rapport à Flyco, c'est de savoir, j'ai remarqué en fait que le site était toujours en ligne, que Flyco fonctionnait toujours. Je voudrais savoir si, selon toi, aujourd'hui, tu n'es plus forcément dans la boîte, euh, quel serait le chiffre d'affaires que Flyco aujourd'hui serait en train de générer selon toi au cours de cette année ou l'année passée, etc. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'ils se font quand même beaucoup plus d'argent que le prix auquel euh, ils nous avaient vendu le produit. OK, donc, en fait, ils sont en train complètement de faire un ROI, un retour sur investissement Ouais, assez je pense intéressant. que, enfin, avec ce que je vois, ils se font peut-être le prix auquel ils nous ont vendu, ils se font ça au moins chaque année, quoi. OK, parfait. Donc, juste avant de finir, ma dernière question, c'est de savoir, est-ce que tu as 3 livres que tu pourrais recommander à nos entrepreneurs pour qu'ils puissent euh, mieux se cultiver, mieux avoir les instruments, les actions, je dis les actions, les instruments, les éléments qu'il faut en fait pour pouvoir atteindre l'objectif en cette année? Quels sont ces 3 livres, ces 3 ressources que tu pourrais conseiller à ces entrepreneurs? Enfin, déjà, il y a 3 livres qui répètent peut-être un peu les apprentissages, les choses dont on a parlé là. C'est peut-être ceux-là que je vais recommander. D'abord, il y a This is Marketing de Seth Godin et tout. Je trouve que c'est une très bonne introduction au marketing. Ça montre aux gens que le marketing, c'est pas les canaux d'acquisition. Donc, quand on parle de marketing, les gens parle de, OK, publicité Facebook, etc. Ça, c'est des canaux, c'est pas ça le marketing. Le marketing, c'est pouvoir raconter des histoires euh, qui, qui font que les gens ont envie de vous suivre, d'utiliser votre produit, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne introduction. Il y a le livre de April Dunford, Obviously Awesome, de April Dunford. Donc, c'est vraiment le meilleur livre sur le positionnement marketing que j'ai lu. Donc, ça vous permet de savoir, OK, quels sont les éléments à prendre en compte pour bien positionner le produit sur le marché. En fait, le positionnement, c'est la façon dont les gens perçoivent votre produit sur le marché. Donc, vous vous dites quelque chose, mais les gens perçoivent ça différemment parce que tout le monde a une compréhension différente. Donc, comment est-ce que vous allez arriver à faire que les gens le perçoivent de la bonne façon pour que vous puissiez vendre effectivement? Donc, à part ça, je pense en termes de canaux, donc comment comprendre les différents canaux digitaux qui existent, comment choisir le bon canal, etc. Il y a Traction, j'ai oublié son nom, Gabriel quelque chose, le fondateur de DuckDuckGo, le moteur de recherche. Donc, il a écrit un livre Traction qui est hyper intéressant et je pense que c'est le meilleur livre sur le sujet. Maintenant, peut-être
En, en bonus, il y a le Personal MBA qui permet de comprendre un peu les différents éléments d'un business et tout. OK. Parfait. Et quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, je dirais que, enfin, créer, développer une entreprise, c'est très difficile. J'aime dire que c'est de la chance dans le sens où, pas du hasard. Il y a une différence entre le hasard et la chance. La chance dans le sens où plus vous jouez, plus vos chances de gagner augmentent. Donc, c'est dur, il faut travailler très dur encore et encore. Pas juste essayer un truc une fois et abandonner et tout. Travailler dur. Plus tu travailles dur, plus ta chance augmente et tout. Encore et encore et encore. Et ne pas abandonner. Donc, ne pas essayer 1000 choses et abandonner. Au fait, tu peux essayer quelque chose pendant des mois et c'est peut-être tu abandonnes au 8e mois alors que c'est à partir du 9e ou 10e mois que ça aurait commencé. Et je vois plein d'entrepreneurs qui sont là et qui font ce genre d'erreur où ils sont juste en train d'essayer quelque chose sur plusieurs mois, ça ne marche pas, ils passent à autre chose, etc. Donc, il faut pouvoir, tant qu'il y a un peu de croissance et tout, il faut continuer. Euh, Tant que tu te lèves et tu te dis, OK, quand je regarde de façon objective, j'ai fait des progrès par rapport à hier, même si c'est de très petits progrès, à peine perceptibles. Au fil du temps, ça s'accumule et ça devient de très grands progrès. Donc, c'est vraiment ça, le travail dur, la persévérance, ce qui augmente tes chances de réussir. Donc, j'insiste sur le mot augmente tes chances parce qu'il y a des gens qui essaient pendant des années et ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se concentrer sur le fait qu'on réussisse ou pas. Euh, le plus souvent, ce qui te donne vraiment du bonheur dans ta vie, c'est le fait d'essayer euh, comment on dit, de s'amuser, de faire quelque chose qui t'intéresse et tout. Super. Merci beaucoup, Ulrich, pour cet entretien. On a appris énormément sur le marketing, sur comment créer et croître une entreprise, sur la gestion des finances. On a appris beaucoup de choses et je pense que cet entretien va aider beaucoup d'entrepreneurs à pouvoir avoir les éléments qu'il faut pour atteindre leurs objectifs financiers en cette année, ce qui représente à nous, à Coudisi, notre mission. Donc, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et on se dit à bientôt. Merci. À bientôt aussi.